gloiretv.net. Comme toujours, je suis ravie d'être avec vous. Eh bien, nous sommes de retour pour notre tournée, je dirais, du monde entier. Aujourd'hui, eh bien, nous allons du côté de la Guinée. Toujours dans le cadre de votre émission culturelle Yes Show, nous recevons ici un jeune artiste guinéen qui va nous parler de lui, de son art. Nous allons donc le découvrir ensemble. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. D'accord. Alors, qui est ce jeune artiste guinéen qui est aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique et qui est venu nous rencontrer? Merci beaucoup. Je suis Eli Kamano, artiste, auteur-compositeur et guinéen. J'ai commencé la musique par des imitations et quand j'étais tout jeune, en 1997, j'ai créé mon premier groupe. Nous avons eu la chance de participer à la première compilation du rap guinéen. C'était une production du premier groupe de rap guinéen Kill Point, qui n'existe plus malheureusement. Et en 1998, j'ai décidé d'évoluer en solo parce que je n'avais pas les mêmes objectifs que les deux amis. Je suis allé en Côte d'Ivoire à l'aventure, découvrir d'autres horizons, le beau pays, ouais, à l'époque. Parce que j'avoue qu'en 1998, la Côte d'Ivoire était le carrefour du rap africain. Et avec la présence des Almighty, de Stezo, de la flotte impériale et tout. Donc ça m'a excité, ça m'a poussé à aller découvrir ce pays parce que je voulais vraiment aussi sortir à l'époque un album. Et j'ai traîné un an dans les rues de la Côte d'Ivoire, chose qui n'a pas été possible. Je suis revenu en Guinée en 2000. 2001, j'ai un petit à moi qui se fait poignarder dans une boîte de nuit. Je sors un single où je lui rends hommage, ça n'a pas marché. 2002, je vais au Sénégal, j'ai eu des problèmes là-bas aussi. Et toujours dans la même optique, et dans l'espoir de sortir toujours un album. 2003, je reviens du Sénégal avec un album intitulé L'un est sûr, où je rends hommage à Amadou Diallo, ce jeune Guinéen qui a été assassiné aux États-Unis ici, et pour qui d'ailleurs certains artistes américains avaient chanté. Et je l'ai aussi chanté en poulard parce que c'était un jeune peul, histoire d'expliquer aux parents les circonstances dans lesquelles il avait trouvé la mort. Un album qui m'a vraiment fait connaître du public guinéen. 2005, je fais la connaissance de Tiken Jah Fakoly, 2004-2005. On chante ensemble, lui et moi. C'est vrai que notre collaboration m'a beaucoup influencé. Et déjà, ce morceau Amadou Diallo qui était fait en reggae, quand il l'a écouté, il m'a dit, écoute, tiens, tu peux bien faire du reggae toi, avec ta voix. 2006, je décide de virer du rap au reggae. Parce que je me disais que aussi les messages que je véhiculais dans le rap ne touchaient pas les cibles que je voulais. Donc, en 2006, je me suis attaqué au régime du feu président Lansana Conté. Et un album qui a vraiment cartonné en Guinée. 2007, je suis victime d'un accident de circulation. Un accident qui a coûté la vie à mon petit frère. Je suis évacué au Sénégal. 2009, la junte au pouvoir, conduite par le capitaine Dadis, arrive en Guinée au pouvoir. Avec le cours des événements, je demande au capitaine Dadis de quitter le pouvoir, et chose qu'il n'a pas aimé. Et je crois que j'ai été obligé de quitter le pays pour mettre ma vie en sécurité. Je suis allé du côté du Sénégal. J'ai fait 7 mois. Sénégal que vous êtes basé maintenant? Non, je suis revenu en Guinée. Et lors des élections, je suis rentré au pays. Mais j'ai fait 7 mois entre le Sénégal, le Mali et le Burkina. Donc j'ai sorti l'album Où va l'Afrique. J'ai sorti aussi l'album Parole de fou. C'était une façon de dire au président Dadis de respecter ses engagements et tout. Mais je suis rentré lors des élections pour aider la Guinée à se réconcilier, pour aider la Guinée à aller aux élections dans la paix. Ok, on reviendra. Voilà. Ça fait partie un peu des messages que vous lancez. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui a influencé, je dirais, le choix de votre carrière? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de devenir artiste? Est-ce dans votre lignée familiale ou c'est quelque chose qui est né de vous-même? Bon, je crois que dans ma lignée, il n'y a pas d'artiste. Des deux côtés, du côté paternel comme du côté maternel, je suis issu d'une famille, ou si vous voulez, de famille royale. Et mon grand-père paternel était un roi, un chef de canton. Mon grand-père maternel, idem, qui est d'ailleurs mon homonyme. Donc, quand j'ai commencé à chanter, c'est parce que à l'école, au collège, d'abord j'aimais beaucoup imiter les chansons et j'aimais beaucoup imiter les pas de danse des artistes
comme le groupe Kassav, comme Alpha Blondy et autres. Et en 10e année, quand j'ai connu mon premier échec en 10e, c'est-à-dire au brevet, j'ai demandé à mon père de m'inscrire dans une école au lycée. Il a accepté au départ parce que je lui ai dit que c'était juste peut-être un manque de concentration. Et il a accepté au départ. Mais après, bon, il a renoncé à sa décision parce que, vous savez, la polygamie, c'est un problème africain on n'en parle pas, mais c'est un grand problème africain. Donc, moi, j'ai dit à mon père que, franchement, à mon âge, j'avais la volonté d'étudier et je voulais aller au lycée comme mes amis. Et comme il n'a pas accepté, je lui ai dit que j'arrêtais mes études. J'étais jeune et quand j'ai arrêté mes études, comme il n'y avait pas une autre activité à faire, et il n'y avait que la musique pour moi. Donc, je me suis lancé carrément dans la musique et je me suis adonné à cette activité. Donc, ce n'était pas une ambition au départ. Ce n'était pas pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Je ne savais rien de tout ça. Mais je suis allé dans la musique au départ parce que tout simplement, j'ai quitté l'école et j'avais rien à faire. C'était peut-être un peu de la révolution, non? En tant que jeune, vous vouliez découvrir d'autres choses et c'est ce qui vous a un peu poussé. Peut-être, ouais. Et puis on peut même dire que ça peut-être, vu que parce que tenir tête en Afrique à son père à un certain âge, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Pas du tout. Et tenir tête à un président de la République, comme vous l'avez fait, et de lancer des messages et tout, des messages poignants qui dénoncent, je dirais, plus ou moins des abus de pouvoir et tout, c'est pas donné à tout le monde. Pas du tout. D'accord. Alors, parlez-nous, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez été en Côte d'Ivoire et tout ça. Parlez-nous un peu de votre expérience dans les différents pays que vous avez visités et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur votre parcours. Bon, moi j'ai visité beaucoup de pays, mais il y a 2 pays qui m'ont beaucoup marqué. D'abord, le premier pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit, en Côte d'Ivoire, j'ai passé 1 an dans les rues. Quand je dis dans les rues, c'est vraiment dans les rues. J'ai fait la corvée, je suis allé dans les marchés pour aider les femmes à transporter les colis, pour avoir 100 francs, 150 francs pour acheter du garba, manger. Je l'ai fait. J'ai fait 3 mois dans un atelier de couture. Je me rappelle encore de l'atelier, jusqu'à présent aux 2 plateaux. Oui, je l'ai fait. Et ça parce que j'avais pas de couchette, j'avais pas où rentrer, j'avais pas où dormir. Quand je suis allé, j'étais allé rencontrer Almighty Stezo. Et on m'a fait savoir que d'abord, Stezo et Almighty, il était au 220. Quand je suis allé voir Almighty, quand je lui ai posé mon problème, il m'a dit « Ok, tu peux, vas-y, la semaine prochaine, tu reviens me voir. » Il m'a dit de partir sans savoir même que je n'avais pas où rentrer. Donc je suis parti, je ne savais pas où aller. Donc je partais comme ça et j'ai demandé aux gens dans la rue, et j'ai demandé à ce qu'on me montre sur Stezo. Et on m'a dit qu'il habitait aux 2 plateaux. Arrivé aux 2 plateaux, dans les immeubles, je suis allé toquer à une porte, on m'a ouvert la porte et j'ai demandé après Stezo. Son frère était là, effectivement, il habitait là, mais son frère m'apprend qu'il venait de déménager à la Riviera Palmeraie. Et moi, je lui ai dit que je n'avais pas où aller. Le gars m'a dit, mais tu veux que je fasse quoi? Moi, je ne suis pas Stezo. Et donc, je suis descendu des jeunes qui étaient en bas. J'ai demandé aux jeunes de me conduire chez un rappeur, qui qu'il soit, n'importe qui. Donc, c'est ainsi qu'ils m'ont conduit chez un rappeur d'origine burkinabé et qui m'a hébergé, mais ils étaient dans les maisons en bois qu'on appelle Sokobois. Sikobois, voilà. On était là-bas. Et chaque matin, on sortait, chacun se cherchait. C'est ainsi que je partais dans les marchés travailler pour gagner à manger. Et donc, ça n'a pas été facile. Et 1 an, j'ai décidé de rentrer en Guinée. J'ai décidé de rentrer. Et les conditions dans lesquelles je suis rentré aussi, c'était vraiment pénible. Parce que je suis allé rencontrer un oncle que je n'ai jamais vu, qui ne m'a jamais connu. J'ai pris un taxi, je lui ai dit de m'emmener à Danané, arrivé à Danané, et que mon oncle allait payer le transport. J'arrive, je tape, le chauffeur il vient, il dit Baba, c'est ton oncle? J'ai dit ouais, Baba c'est mon oncle. Il dit ok, Baba est très riche, alors on va le voir. Il vient voir Baba, il dit Baba c'est ton neveu qui m'a dit de le conduire ici et que tu allais payer le transport arrivé ici. Il dit quel neveu? Il dit c'est lui, il vient de la Guinée et tout ça là. Il dit tu me connais? Je dis oui, Baba, je suis le fils au cousin de vous. Il dit non. C'est comme ça, vous quittez la Guinée pour venir ici. Non. Je ne suis pas ton oncle. Le chauffeur dit mais petit, tu vas mentir? Je dis non, c'est mon oncle. Je dis donc, on est resté comme ça. Donc ça c'est entre autres, voilà. Et le deuxième pays qui vous a marqué, c'était? C'était le Sénégal. Oui. Le Sénégal, j'ai eu des problèmes au Sénégal aussi, avec des amis. Et je suis allé en prison au Sénégal aussi. Je suis allé en prison, donc... Pourquoi? Bon, vous savez, quand tu arrives dans un pays où tu ne connais pas le système,
Par exemple, je suis aujourd'hui aux États-Unis, je suis avec mon cousin qui est en quelque sorte mon manager, en quelque sorte mon guide. Oui. Donc, si au cas où je ne le souhaite pas, je touche le bois, s'il a des problèmes et qu'on est ensemble, il peut m'entraîner dans ces problèmes. Ça peut arriver. Donc, c'est ainsi que j'étais avec des amis, parce que c'était ma première fois d'aller au Sénégal. J'étais avec des amis, je traînais avec eux, des Guinéens, mais qui ont duré là-bas. Donc, un jour, on est tombé sur nous. C'est pourquoi tout à l'heure, mon cousin vous a dit, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas. Je ne suis pas dans les vices. On est tombé sur nous et puis voilà, moi j'ai aussi eu ma part dans ce problème. Et donc c'est ainsi qu'on est allé en prison. Et puis voilà, j'ai purgé ma peine et j'ai vu que dans les prisons sénégalaises, la prison avait ses lois. Et j'étais obligé d'apprendre le Wolof parce que j'avais beaucoup de difficultés de communiquer avec les gens. Donc j'ai appris le Wolof, c'est ainsi que j'ai purgé ma peine et puis après j'ai fait mon album, je suis rentré en Guinée. Nagadef. D'accord. Alors, il y a tellement votre parcours est long, il y a beaucoup d'expérience. Ouais. Alors, vous avez viré du rap au reggae. Parlez-nous un peu de ça. Pourquoi est-ce que c'est vrai, vous avez parlé de notre grand artiste Tikenja et tout, avec qui vous avez eu à tourner, avec qui vous avez chanté et tout, qui apparemment vous aurait influencé. Alors, parlez-nous un peu de ce choix musical que vous avez fait et quels sont les thèmes, les messages que vous véhiculez, je dirais, dans vos chansons. Bon, d'abord, moi, quand j'étais rappeur, le premier texte que j'ai écrit en 1997, quand nous avons participé à la première compilation du rap en Guinée, c'est un texte engagé. J'ai été un des premiers artistes, à mon âge, à écrire un texte de ce niveau. Et donc, j'ai évolué dans cette optique de la revendication, de l'engagement, étant rappeur. Donc, moi, je me suis dit à un certain moment que, comme les Alpha Blondy, les Bob Marley, les Tikenja ont réussi à toucher d'autres couches, au-delà même de certains rappeurs que j'ai connus, je me dis que pourquoi ne pas aussi opter pour ce genre musical parce que déjà j'ai un don dans le chant, j'ai une voix qui passe bien avec le reggae. Donc moi je me suis dit que en 2005, le deuxième album rap que j'ai fait, où d'ailleurs j'ai chanté avec Tikenja, allait être le dernier album et qu'en 2006 j'allais essayer avec le reggae. Okay. Et quand je l'ai fait, je me suis dit que la charité bien ordonnée commençait par soi-même. Je ne peux pas balayer la maison des gens pendant que la mienne était sale. C'est ainsi que je me suis attaqué au moins dans 5 morceaux au régime du feu président Lansana Conté. Dans les différents morceaux, j'ai parlé d'abord avant l'indépendance, après l'indépendance en Guinée, le régime du feu président Sékou Touré, et j'ai attaqué Conté parce que c'est lui qui était là à l'époque. Donc jusqu'à sa mort en 2009, de 2006 en 2009, je ne faisais qu'attaquer Lansana Conté. C'est après que j'ai sorti l'album Où va l'Afrique. J'ai essayé d'ouvrir un peu ma musique à l'Afrique. Un morceau dans lequel je me pose la question sur certains pays africains, comme la Côte d'Ivoire par exemple. Je me suis dit en 2009, où va l'Afrique quand la Côte d'Ivoire est divisée, quand les nordistes tuent les sudistes, quand les sudistes prennent des armes contre les nordistes. Voilà. C'est une chose qui est très bien parce que l'Afrique, on a énormément de problèmes en ce moment. Et que vous fassiez de ça votre mission, c'est une très bonne chose. Nous sommes donc avec ceux qui nous prennent l'artiste Eli Kamano de la Guinée. Nous allons ensemble découvrir quelque chose, son œuvre, son art, ensemble. Partagé, un Babylone qui nous divise pour nous exploiter. Où va l'Afrique quand les élections sont truquées? Les mêmes qui perdent, toujours les mêmes qui gagnent. Où va l'Afrique quand la Somalie est en feu? Où va l'Afrique quand l'Éthiopie est divisée?
que mes frères blacks qui crèvent? Où va l'Afrique des journalistes assassinés? Oh Lord, oh Lord. Où va l'Afrique, où va le monde? 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 Où va l'Afrique quand le Burkina est fâché à cause d'une plume non Zongo calcinée? Où va l'Afrique quand la Côte d'Ivoire est divisée? Quand les nordistes font la guerre aux sudistes, quand les sudistes tuent les nordistes? Où va l'Afrique quand le Zimbabwe est fâché? Ce voyou qui refuse de s'en aller. Où va l'Afrique quand ma Guinée fut fâchée à cause d'un clan, le peuple est affamé? Où va l'Afrique quand les enfants sont recrutés dans une guerre qui fragilise l'unité? Où va l'Afrique qui regarde le Darfour brûler? Où va l'Afrique des coupables non inculpés? Oh Lord, oh Lord. Où va l'Afrique, où va le monde? Où va l'Afrique, où va le monde? C'était donc Elie Kamano que nous avons découvert ensemble. Il est avec nous, il est aux États-Unis d'Amérique. Il nous dira tout à l'heure les raisons pour lesquelles il est là. Et nous allons continuer à encore vous découvrir. Vous nous avez dit beaucoup de choses. Eh bien, vous êtes aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Avant de parler de la tournée que vous allez faire ici, parlez-nous un peu. Vous êtes à votre quatrième album? Bon, je suis à mon 6e album. Là, je suis sur le 7e album. Mais le premier album international. International. Ouais. Parlez-nous un peu de votre expérience internationale. Parce que vous êtes aux États-Unis d'Amérique, je sais que vous avez tourné en Europe et tout. Oui. Je dirais, à quoi vous avez déjà participé? Comment est-ce qu'on pourrait vous identifier sur le plan international? Bon, en 2011, j'ai été lauréat de Visa pour la création. Visa pour la création est un programme qui est lancé par l'Institut français et pour les artistes africains qui ne sont pas connus sur le marché international. D'accord. C'est un concours. En fait, tout le monde, tous les artistes concernés déposent des dossiers, déposent des albums, déposent des supports qu'on écoute et on prend les meilleurs. Donc moi, j'ai été retenu en 2011. J'ai été l'artiste retenu lauréat. Je suis allé en France pour une formation à la Cité internationale des arts où j'ai passé 3 mois avec des grands artistes qui m'ont donné des cours sur la technique de l'écriture, du chant et tout. Et en 2010, j'ai été lauréat du RFI, du concours RFI qui se fait chaque année. C'est un concours qui est lancé aussi par RFI pour aider les artistes justement aussi africains du monde entier, partout. Mais au départ, il y a plus de 500 candidats. Donc il y a une présélection, il y a un comité d'écoute qui est composé des membres de la SACEM, des membres de l'OIF, des membres de RFI même et des membres de l'Institut français. Ce comité d'écoute est chargé d'écouter tous les albums et puis de décider des meilleurs, des 10 meilleurs. Et moi, j'ai été finaliste de ce concours 2 années de suite, 2010-2011. Malheureusement, que j'ai pas eu... Heureusement, je suis finaliste, oui. Mais malheureusement, je n'ai pas eu encore le prix. Oui, mais ça donc, va venir. Je pense voilà. que ça, c'est déjà une très bonne expérience parce qu'être reconnu de 400, 500 artistes, être retenu parmi les finalistes, ce n'est pas donné à tout le monde. Ok. Et le fait d'être lauréat de Visa pour la création, aujourd'hui, me permet, après cette tournée américaine, de faire 18 pays africains. Je dois faire 18 pays africains au mois de septembre. Je dois aller en Afrique du Sud, au Soudan, au Sénégal, au Burkina, un peu partout. Et peut-être même que la Côte d'Ivoire fera partie. Donc aujourd'hui, ce programme est en train de s'installer avec l'Institut français qui est en train de gérer ça. Avec une structure qu'on appelle Zoo Culture, ils sont au Sénégal. C'est eux qui vont gérer cette tournée. Donc c'est pour vous dire que sur le plan international, c'est en train de marcher, de partir petit à petit. Très bien, bravo. Ouais. Alors, ok, tout à l'heure on était en train d'échanger. Vous avez dit que quand vous étiez en train de parler de votre expérience au Sénégal, vous avez dit que vous n'avez pas de vice. Non. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous éduquer sur, je dirais, la différence entre le reggae
et le Rastaman? Parce que très souvent, nous avons tendance à faire la confusion. Un Rastaman, bon voilà, c'est celui-là avec les dreadlocks qui fume l'herbe et tout, ceux qui s'identifient au reggae par exemple, parce que bon, ce sont les images qu'on voit un peu partout. Est-ce que vous pouvez nous éduquer sur ces deux choses? Bon, c'est une très belle question, une bonne question. Moi, je pense que aujourd'hui, surtout la jeunesse africaine a besoin d'être inculquée dans ce domaine-là, dans ce sens. Il faut que les gens comprennent que Rasta n'est pas synonyme de fumer le joint. Rasta, c'est un mode de vie, c'est un comportement. Et reggae, c'est une musique, c'est un genre musical qui a été propulsé par Bob Marley, Robert Nesta Marley, au départ qui était le ska. Et le ska, une musique, un tempo plus rapide, qui est devenu un peu plus lent, plus cool, avec plus posé. Donc moi je crois que Bob Marley a eu un impact très 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 fort dans la promotion du mouvement Rasta dans le monde entier. Parce que Bob Marley, même quand il est arrivé, le Rasta existait déjà. Le Rasta existait. Mais c'est un mouvement auquel il a adhéré, il a cru en ce mouvement et il a fait sa promotion. Je pense qu'à travers sa musique, à travers sa notoriété et tout, le Rasta a eu beaucoup d'ampleur. Mais il faut que les gens sachent qu'il y a des Rastas qui sont rasés, qui n'ont pas de dread. Il y a des gens qui ont le crâne rasé, mais qui sont Rastas dans l'âme, dans le comportement. Il y a des Rastas qui ne fument pas l'herbe. Il y a des Rastas végétariens qui sont vraiment sains. C'est comme les musulmans. Il y a des faux musulmans, il y a des pratiquants, il y a des non-pratiquants. Il y a des musulmans qui te disent tout de suite, ouais, moi je suis musulman, mais ils ne pratiquent pas. Et donc, il faut qu'on sache qu'il y a des Rastas qui se disent Rastas, mais qui sont des faux Rastas qui ne respectent pas les principes du Rastafari et tout, le concept, mais qui se disent quand même Rasta. Donc, on ne peut pas leur arracher ou leur retirer ce droit de se réclamer Rasta. Mais il faut que les jeunes, à la base, qui reçoivent ces informations déformées, sachent que Rasta n'est pas synonyme de fumer le joint. Ça n'a rien à voir. Fumer le joint, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de se mettre à l'aise, qui a envie d'être dans un autre état d'esprit, qui a envie de réfléchir autrement que quand il est dans un état naturel. Ça n'a rien à voir avec les locks, ça n'a rien à voir avec le comportement qu'il doit avoir, négatif surtout. Donc, il faut que les jeunes sachent que ce n'est pas un truc qu'on doit prendre pour aller faire du mal, un truc qu'on doit prendre pour avoir des mauvaises intentions. Non. D'abord, quand tu fumes le joint, moi j'ai jamais fumé, mais pour les vrais fumeurs, quand tu fumes le joint, tu dois bien manger. Mais le malheur en Afrique est qu'en Afrique, les jeunes ne mangent pas bien. Et quand ils fument, ça joue beaucoup sur la mentalité, sur l'esprit. Parce que quand tu fumes, ça te creuse le ventre déjà. Quand tu n'as rien à manger, pour remplacer, pour compenser ces vitamines et tout, ça va remonter sur l'esprit et ça va avoir un impact sur le cerveau. Donc, c'est ça. Je suis contre ces pratiques, même en Guinée, dans mes messages, je le dis aux jeunes, je suis contre la consommation du chanvre indien parce que la simple cigarette est une drogue. C'est de la drogue douce. À plus forte raison, le chanvre indien. Le chanvre indien est recommandé dans certains soins et tout, mais il faut vraiment que ça soit prescrit par des médecins et tout. Mais dans le cas contraire, il ne faut pas abuser dans la consommation. C'est ça. D'accord. Alors, parlez-nous un peu maintenant de votre tournée ici aux États-Unis d'Amérique. Bon, quand j'étais à Bamako, lors de mon exil, j'ai été contacté par cette maison de production, African Flava, à partir des États-Unis. Ils m'ont appelé, ils ont cherché à rentrer en contact avec moi, ils m'ont dit qu'ils voulaient travailler avec moi parce qu'ils ont écouté mes chansons, ils ont écouté mes œuvres et qu'ils voulaient un jour m'envoyer aux États-Unis, m'inviter ici pour qu'on fasse une tournée et tout, et pour qu'on fasse aussi mon album international. Au départ, j'étais vraiment hésitant et tout. Un peu réticent. Mais avec la pression qu'ils ont mis, j'ai fini par céder, par accepter. On a signé le contrat. Et il y a 2 ans qu'ils cherchaient à me faire venir. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu réalité. Aujourd'hui, j'ai fait mon premier concert à New York ici, dans le Bronx. C'était où? C'était au Grand Concourse, au Club Capitol. D'accord. Le deuxième concert, on le fera à Boston, le 18 mai. On doit aussi jouer à Washington et tout. Et on a aussi commencé le studio hier. On a amorcé le travail au studio hier. Oui, pour l'album international.
qui sera mon premier album international. Bravo. Et on travaille dans un des plus grands studios reggae. Oui. Et franchement, là, je félicite beaucoup mes producteurs pour avoir vraiment... Ils ont eu le courage d'aller payer. D'investir. Non, mais c'est parce qu'ils ont cru en vous. Ouais. Et ils croient en fait en ce que vous faites, les messages que vous lancez. Ça, vraiment, je les félicite et je suis vraiment content, satisfait du studio dans lequel ils m'ont vraiment envoyé. Ça, c'est... Et comment s'intitule l'album? Mafia Afrique. Combien de titres? 15 titres. Titres, c'est que vous avez des duos aussi avec d'autres Oui, artistes. il y a 2 morceaux. Il y a la République française, le morceau République française. Oui. Il y a un morceau que j'ai dédié à la France, D'accord. où j'ai dénoncé la mafia française en Afrique, D'accord. où je vais inviter un frère révolutionnaire comme moi Oui. à partager ce morceau. Il y a aussi le morceau Mon héros, où je parle de Martin Luther King, je parle de Nelson Mandela, je parle de Thomas Sankara en même temps dans un seul morceau. D'accord. Là-bas aussi, je vais inviter un frère Oui. à chanter avec moi. D'accord. C'est les 2 morceaux qu'on a prévu de partager avec des artistes. D'accord. Nous prenons donc encore une pause pour déguster ensemble, je dirais, l'art, ce bel art que fait Elie Kamano. Rapinu kajoma ya masoron aila tuami fe Mbamiri fonye onyafo Monsiama kasaya masoron aila tuami fe Mbamiri fonye onyafo Fragbaluka frapina la tala kambimba lupen Mbamiri fonye onyafo Alu pempe kakele oke ka frapina kuna uli Frapinu sabura aibe tonyora Alu pempe kakele oke ka frapina kuna uli Frapinu sabura aibe zara À la conférence de Berlin, l'Afrique se voit divisée. On nous a demandé de fermer les yeux. Quand on les a ouverts, on était déjà enchaînés. Nos royaumes, nos empires étaient occupés. Sous le soleil des indépendances, l'Afrique se voit libérée. Mais tous les révolutionnaires sont liquidés. Ceux qui ont voulu que la dette soit annulée. Pour le sang de tous les tirailleurs tombés. Nelson Mandela, Kakele Mike, Frapinu Lakora, Anousse Wara, Patrice Lumumba, Kakele Mike, Frapinu Manyaye, Aluko Faga, Thomas Sankara, Kakele Mika, Derike Manyaye, Aluko Faga, Kwame Nkrumah, Kakele Mika, Derilu Manyaye, Aluko Ben, Mandou Touré, Kakele Mike, Monsi Manyaye, Osara. L'Afrique n'en a plus besoin, on le voit. Les Kalachnikovs dans les rues, et qui agressent, c'est elle qui nous tue. Dans les États-Unis d'Afrique, quand les Noirs se font expulser en Libye. Vous êtes des salauds, plus jamais ça. Vous êtes des crapauds, plus ça. Vous êtes des magouilleurs, plus jamais ça. Vous êtes des dictateurs, oh non non, plus jamais ça. Plus jamais ça. Après des années d'indépendance, l'Afrique respire le mal à outrance. On a dit non à Babylone, on croyait qu'il était la cause de nos souffrances. Et Babylone est parti, dites-moi pourquoi jusque-là l'Afrique s'aime.
c'est eux qui l'entraînent. Je vois les larmes d'une mère qui ne croyait pas que sa vie serait éternelle. C'est des salauds, plus jamais ça. Vous êtes des crapauds, plus jamais ça. Vous êtes des manipulateurs, plus jamais ça. Vous êtes des dictateurs, oh nana, plus jamais ça. Plus jamais ça, plus jamais ça. Plus jamais ça, plus jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Plus jamais ça, le Congo dit plus jamais ça, la Guinée dit plus jamais ça, la Côte d'Ivoire dit plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Vous êtes des M, des M, des U, des U, vous êtes des G, des G, des A, vous êtes des B, des T, des E, des E, vous êtes des Mugabe, vous êtes des Mugabe, vous êtes des B, des B, des L, des L, vous êtes des A, des I, des I, vous êtes des X, des X, des E, des E, vous êtes des Congolais, vous êtes des Congolais, vous êtes des D, des E, des A, vous êtes des D. Alors, je demanderai encore pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre-là pour votre album, Mafia Afrique. Donc, vous savez, on parle souvent, nos aînés ont souvent dénoncé la France-Afrique, l'Amérique-Afrique, les relations, l'Asie-Afrique et tout. Et moi, je pense que cet album-ci, c'est mettre, si vous voulez, les dirigeants même en cause, mettre les Africains en cause, prouver au monde entier que si la France-Afrique marche, si l'Amérique-Afrique marche, si l'Asie-Afrique marche, c'est parce qu'il y a une mafia africaine d'abord. C'est-à-dire que les dirigeants africains, chaque dirigeant a son allié. Chaque dirigeant, chaque pays, le Gabon a pour allié la France. Pour rien au monde, le Gabon ne défendra un président africain quand ce président a affaire à la France. Pour rien au monde, parce qu'il ne veut pas mettre ses relations en cause. Donc, c'est pourquoi je dénonce cette mafia d'abord. Pour que l'unité africaine soit une réalité, il faudrait d'abord qu'on lutte contre la mafia africaine, la mafia des dirigeants. Parce que quand Kadhafi a été tué, il était sur un projet de création du Fonds monétaire africain. Parce que Kadhafi s'est dit que si l'Afrique est à genoux à cause des prêts qu'on fait au Fonds monétaire international, c'est parce qu'on n'a pas de Fonds monétaire africain. Donc, il se battait dans ce sens. Kadhafi se battait. Je ne fais pas d'éloge d'un dictateur, mais aussi, il faut remettre en lumière la lutte ou les efforts d'un révolutionnaire, d'un unificateur, de quelqu'un qui a voulu que l'Afrique soit unie. C'est parce que c'est l'homme, pour la première fois, qui a mis la main à la poche et qui a déposé 300 millions de dollars sur la table pour que l'Afrique ait son premier satellite. Parce que l'Afrique payait chaque année 500 millions de dollars à l'Occident pour les appels qui passaient par les satellites occidentaux. Donc, il faudrait qu'on sache un peu, qu'on attire l'attention des gens sur cette mafia. Sinon, avec tout ce qu'il a pu réaliser au moins, les dirigeants pouvaient dire, ça c'est un problème africain. On croit qu'il y a l'Union africaine, les décisions africaines, les dernières décisions africaines doivent provenir des dirigeants africains. Je pense qu'il y a cette irresponsabilité. Et cette irresponsabilité émane du fait que ces dirigeants-là ont chacun leur allié. D'accord. C'est ça la mafia Afrique. C'est pourquoi je dénonce la mafia Afrique. Et dans le morceau Mafia Afrique, il y a un passage où je dis, si tu as de l'or chez toi, donne-moi, moi je te garantis un mandat à vie. C'est-à-dire que Omar Bongo a donné tout le temps le pétrole à la France. Il a toujours préservé ELF, la société ELF pour la France. Il est resté au pouvoir jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, la continuité avec son fils. On voit le cas de Blaise Compaoré. On parle des crimes contre l'humanité, de ceci, cela. Mais tant que tu es en bon terme avec eux, on ne parle pas de crime. Là, tu ne commets pas de crime. Tu peux tuer des opposants, tu peux tout faire. Mais tant que tu es en bon terme avec eux, tu n'es pas un criminel. Mais le jour où tu vas faillir à ton devoir, tu deviens un criminel international et c'est les Blancs qui vont te juger. Et là, c'est ce que Kadhafi voulait empêcher, que l'Afrique a sa propre juridiction, que l'Afrique a sa propre banque et sa propre monnaie. Et cela, ça ne peut pas être possible tant qu'il y a cette mafia d'abord. Tant que Alassane Ouattara est le dauphin de Nicolas Sarkozy,
tant que M. Ali Bongo est le dauphin de Nicolas Sarkozy, tant que ces dirigeants-là sont manipulés, entre guillemets, par la France, ce n'est pas possible. Parce que quand la France va se révolter contre un d'entre eux, ils vont tous fermer leur gueule et puis ils vont laisser faire. On va assassiner celui-ci sans savoir qu'après ce dernier, ça sera leur tour un jour. C'est comme ça évolue en Afrique. C'est pourquoi je parle de la mafia africaine. Merci. Yeah. Merci encore. Okay. Ça a été très enrichissant d'échanger avec vous. Merci. Alors, vous serez là. Donc, votre prochain concert, ce sera à Boston. À Boston. À Boston. Oui. Donc, le 18 mai. Oui. Le 18 mai, vous serez à Boston. Oui, je serai à Boston. Vous allez performer en live, ce sera un playback, comment ça va se passer? Oui, on a pris toutes les dispositions pour que les concerts maintenant soient en live. Parce qu'il ne faudrait pas faire tout ce déplacement, ce long voyage pour venir faire du playback. Oui. Hein? Il faut donner une autre image, une image réelle du reggae. Parce que quand tu entends reggae, c'est le live. Il faut donner et ressortir aussi l'image de Eli Kamano. Voir si vraiment Eli Kamano, ce qu'il fait sur les CD et tout ce qu'on entend de lui, il peut le faire en live. Alors, puisqu'on parle de ça, est-ce que Eli Kamano peut donc nous faire une petite démonstration là maintenant, en acapella? Ok. Merci. Ok. Si je t'ai burkinabé, je ne trahirai jamais l'amitié. Si je t'ai sénégalais, je dirai à mon fils d'éviter le palais. Si je t'ai camerounais, je jure de quitter le pouvoir dès demain. Mais comme je suis sale et souillé de sang, je le garde jalousement au creux de ma main. Si je t'ai gabonais, je refuserai ce sale topo des Français pour ne protéger que leurs intérêts en écartant les opposants à coups de balai. Si je t'ai congolais ou même togolais, comme l'Afrique n'est plus un royaume, je ne ferai pas du pouvoir un héritage, tu sais. Mais comme je ne suis ni l'un ni l'autre, je crie mon désespoir et c'est pourquoi je dis, avec des si, tu peux changer le monde. Big up. Merci Elie. Eh bien, c'était magnifique. Bravo. Eh bien, il ne faut surtout pas rater ça. Il sera à Boston, à Washington DC, à Atlanta. Il reviendra à New York. Pour tous ceux qui nous suivent, n'hésitez surtout pas de rester posté sur ivoiretv.net et sur le net pour avoir toutes les informations de sa tournée, de la préparation de son album international. Cherchez aussi à le découvrir davantage en allant dans les archives pour voir tout ce qu'il a fait auparavant. Procurez-vous ses albums pour ensemble écouter les messages qu'il a pour la jeunesse, pour le monde entier, pour qu'ensemble, nous puissions vivre dans une parfaite harmonie qu'il prône, je dirais, de son quotidien. C'était Estelle Yesso, toujours dans le cadre de votre émission favorite, Yestel Show, depuis New York. Merci. Merci beaucoup. Aidez-moi à combattre cette injustice. Aidez-moi à vaincre l'ethnocentrisme. Aidez-moi à combattre l'adversité. Un RPG et UFDG, un UFR et PDN. Construisons une nation sans la haine. Où l'ethnie de l'autre ne suffit rien aux yeux de l'autre. Où la couleur de l'autre ne suffit rien aux yeux de l'autre. Où l'amour est le seul remède de ce monde. Aidez-moi. Aidez-moi à combattre cette injustice. Aidez-moi à vaincre l'ethnocentrisme. Aidez-moi à combattre l'adversité. Vote, les malinqués votent pour les malinqués et les sous-sous votent pour un sous-sous et les peuls votent pour un peul. Les forestiers restent en forêt. Ça c'est de l'ethnisation, c'est de la somalisation. C'est une vraie division entre les fils de la nation. Moi je refuse cette opposition. Moi je vote par conviction. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi.
RPG, c'est pas la guerre, y a plus de sang à verser. Si tu es UFR, nous sommes des frères, pourquoi tu fais la guerre? Si tu es UFDG, prends pas les armes, on ne veut pas de guerre civile. Si tu es BDN, y a pas de haine, cultivons la même graine. Si tu es de l'Est, de l'Ouest, si tu es du centre, si tu es du Nord, du Sud, que tu sois du centre. Si tu es à gauche, à droite, que tu sois du centre. Est-ce qu'on est conscient ou qu'on n'est pas conscient? Car ceux qui veulent gouverner le monde sont les premiers qui agonisent le monde. Si la Guinée n'est pas une famille, pourquoi les camarades se retrouvent en forêt et en basse-côte? Pourquoi les Sidibé, les Kanté et les Keta se retrouvent au Fouta? Si la Guinée n'est pas une famille, pourquoi les Paris se retrouvent à Dabola et les Bas à Kidia? Pourquoi? Arrêtons cette division ethnique grâce aux manipulations politiques. Con. Oui, con. Et c'est qui encore? Bonjour. Ouais, bonjour. Je suis la démocratie. Est-ce que je peux avoir une place? Oh non. Allez, va. Ah, ok. Ah. Démocratie, tu n'as pas ta place dans mon pays. Démocratie, tu n'as pas ta place dans mon pays. Démocratie, tu n'as pas ta place dans mon pays. Démocratie, tu n'as pas ta place dans mon pays. Quand le soleil des indépendances a brillé, l'Afrique était décidée à se libérer, à se diriger et à se démocratiser. Mais très malheureusement, nos leaders ne faisant pas l'affaire du blanc, automatiquement, certains se voient abandonnés. Et d'autres, pour garder leur trône, étaient obligés d'être des sanguinaires, des révolutionnaires, des tortionnaires, voire même des dictateurs. Et de complot en complot, nos leaders meurent avec leurs idéaux. Parce que la main qui donne, c'est la main qui tue, mais aussi la main qui dirige. Démocratie, tu n'as pas ta place dans mon pays. Démocratie, tu n'as pas ta place dans mon pays. Démocratie, tu n'as pas ta place dans mon pays. Démocratie, tu n'as pas ta place dans mon pays. C'est ma Guinée qui t'a renvoyé, la Côte d'Ivoire qui t'a balayé, le Sénégal qui t'a oublié. Voilà pourquoi le Mali t'a récupéré. C'est mon capitaine qui t'a confisqué, le Burkina qui t'a empêché, la Mauritanie qui t'a boudé. Voilà pourquoi le Ghana t'a gagné. C'est le Niger qui t'a dérangé, le Gabon qui t'a manipulé, c'est la Gambie qui t'a expulsé. Voilà pourquoi les opposants sont tués. C'est le Zimbabwe qui t'a refusé, le Cameroun qui t'a piétiné, c'est les militaires qui t'ont massacré. Voilà pourquoi le pays va sombrer. L'histoire récidive, c'est mes frères qui en pâtissent. La mort a frappé fort, le 28 septembre, quel mauvais sort. La seule chose qui m'anime, c'est la peur d'une guerre civile. J'appelle les droits de l'homme à nous aider avant qu'on ne sombre. Transformons notre pays en cité de la démocratie, dans l'unité, dans la paix, mais aussi dans le respect de nos dits. Que tu sois peul ou malinqué, Baga Kissi, Gazé, Soussou ou Djakanké, tu n'es que fils de la Guinée. Je t'en supplie, ne mets pas le feu.
président ou opposant, sympathisant ou partisan. Vous n'êtes que fils de la Guinée, je vous en supplie, ne mettez pas le feu. Gouvernant et gouverné, dialoguer, on ne veut plus être fusillé. À l'avantage des D, des A, des D et des IS. Ne mettez pas le feu, ne brûlez pas le pays. Ne mettez pas le feu, n'enflammez pas le pays. Ne mettez pas le feu, ne divisez pas le pays. Ne mettez pas le feu, ne tirez surtout pas sur mes amis. Le feu, ne brûlez pas le pays. Ne mettez pas le feu, n'enflammez pas mon pays. Ne mettez pas le feu, ne divisez pas le pays. Non, ne mettez pas le feu. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.